Bonsoir. Cher Monsieur le conseiller de l'ambassade d'Italie, Ugo Ciarlatani, cher Marc Lazare, cher Fabio Gambaro, chères étudiantes et chers étudiants, signore et signori, c'est avec une grande joie que nous inaugurons le festival Italissimo à Sciences Po pour la 3e fois. Nous avons créé ce festival il y a 3 ans avec Evelyne Pravidlo et Fabio Gambaro pour mettre à l'honneur et faire découvrir la culture italienne en France. Nous l'animons avec la précieuse collaboration de Joseph Hirsch. Italissimo, c'est la rencontre avec les écrivains. Certains écrivains italiens discuteront avec leurs homologues français, comme Silvia Vallone avec Daniel Pennac, Giosuè Calacciura avec Jérôme Ferrari ou Alessandro Baricco avec Jean Sfar. C'est aussi des lectures, avec un hommage à Vincenzo Consolo et la lecture de 8 montagnes de Paolo Cognetti. Du théâtre avec le spectacle d'Ascanio Celestini, du cinéma avec un film inédit, en France, de l'auteur de bande dessinée et réalisateur JP. Sans oublier les expositions des archives Alinari à l'Institut culturel italien. Et à la Maison de la Poésie, des illustrations originales d'Emanuele Fior, qui est aussi l'auteur de notre belle affiche cette année. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir ce soir pour ce dialogue inaugural M. Carlo Petrini et M. Pierre Rabhi, qui montrent une nouvelle fois les intérêts communs de nos 2 pays. En remerciant le professeur Marc Lazare et toute l'équipe de Sciences Po et tous nos partenaires et sponsors, je donne maintenant la parole à Fabio Gambaro, directeur de l'Institut culturel italien. Bonne soirée. Oui, bonsoir. Juste un mot très vite. Je ne vais pas faire des longs discours. C'est juste pour dire qu'évidemment, à l'Institut culturel italien, on est très attaché à cette manifestation, non seulement parce que j'ai participé à la création, mais parce qu'on pense que vraiment un festival sur la littérature et la culture italienne à Paris a tout son sens, parce qu'en France, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité pour la culture italienne, mais il faut aussi, comment on peut dire, élargir cette curiosité et proposer un paysage un peu plus vaste de ce qu'on voit normalement ici en France. Donc notre idée, c'était vraiment de proposer toute la variété, toute la richesse de la culture italienne, de la littérature italienne d'abord, et de la culture aussi, parce qu'on a aussi, comme on l'a dit, du cinéma, des expositions, de la bande dessinée, etc., etc., etc. Donc, on est très content. Depuis que je suis directeur de l'Institut culturel italien, bien entendu, je ne suis plus le directeur de Italissimo, mais en tant qu'institut, on continue d'y participer parce qu'on croit vraiment à cette manifestation. Et bien évidemment, je remercie l'ambassade qui nous épaule dans cette manifestation, et je remercie évidemment ici Sciences Po, avec qui on a un partenariat maintenant depuis 3 ans qui est très important, qui marche très bien. Merci Marc, et merci évidemment à la direction des Sciences Po. Évidemment, je vais remercier tous les sponsors qui ont contribué, qui ont participé à monter cette 3e édition. Au début, on pouvait dire la première, c'était un peu à Paris. À la 3e édition, je pense qu'on commence à être un peu plus tranquille sur l'avenir, sur la pérennité de cette manifestation. Et je veux évidemment un dernier, si je n'ai pas oublié d'autres, je dis les sponsors, je dis l'ambassade. Je remercie évidemment parmi les sponsors l'ICE, l'Institut de commerce extérieur, qui cette année nous a aidés, et puis tous les autres. Mais surtout, il faut remercier Cristina Piovani et Evelyne Pravidlo qui ont vraiment porté cette manifestation depuis 3 ans. Je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup. Voilà, et je remercie évidemment nos invités de ce soir et tous les écrivains qui ont accepté de participer, de faire le voyage d'Italie jusqu'ici. Ce sont une vingtaine d'écrivains que nous avons invités et que vous pourrez voir, écouter dans les prochains jours. Et pour terminer, je donne la parole à M. Ugo Ciarlatani qui nous portera le bonjour de l'ambassade et de l'ambassadrice qui malheureusement n'a pu pas être là ce soir. Merci beaucoup et bon festival à tous. Bonsoir, bonjour. J'aurais préparé un discours très long, mais je pense qu'il n'y a pas de temps. Et je voudrais remercier M.
Monsieur Frédéric Mio, qui est le directeur de Sciences Po, Monsieur Fabio Gambaro, qui est le directeur de l'Institut italien de culture, et puis Monsieur Giovanni Sacchi, qui est le directeur de l'ICE, et aussi même Monsieur Marc Lazare, professeur Marc Lazare, qui connaît l'Italie très bien, Monsieur Carlo Petrini, qui est le fondeur du Slow Food, et Monsieur Pierre Rabhi. Je voudrais dire seulement une chose, l'importance de l'alimentation dans la culture italienne et française. Hier, j'étais ici à Sciences Po avec Madame la consul d'Italie, Emilia Gatto, qui probablement est là, et pour une leçon qui était à propos de l'alimentation dans la diplomatie, l'importance. Et il était un plaisir. Et il était incroyable que j'étais là-bas pour parler d'un thème qui n'est pas toujours très important comme d'autres thèmes, comme la politique, comme l'histoire, etc. La leçon était, je pourrais dire, malheureusement en anglais. Je dis malheureusement parce que j'espère qu'en Sciences Po, il y a beaucoup de leçons en français, tant bien, et en italien, pourquoi non. Mais l'importance de l'alimentation est fondamentale pour la diplomatie, pour la culture et pour notre vie. Je pense qu'on va écouter aujourd'hui une très bonne colloque et je vous remercie de la part de Madame l'ambassadrice Teresa Castaldo qui n'a pas pu être ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine avec Italissimo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien, alors merci encore une fois d'avoir eu de la patience pour commencer ce débat qui commence justement avec beaucoup de retard. Merci évidemment à tous ceux qui ont permis l'organisation de cela. Et il y a une personne qu'on n'a pas citée qui est Paolo Modugno. Pour tous ceux qui à Sciences Po connaissent l'Italie, rien ne se ferait sans lui. Mais venons-en au débat de ce soir. Le titre est un peu provocateur, hein, Alimentation, vive la révolution. Alors, ce n'est pas parce qu'on est 50 ans après mai 68, hein, c'est un point d'interrogation. Hein. Vive la révolution. Et donc, ça va être le thème de ce soir, avec deux personnes évidemment extraordinairement importantes pour ce sujet. Donc, sur ma gauche, Carlo Petrini, qui est donc journaliste, sociologue, critique gastronomique, fondateur de Slow Food, on vient de le rappeler. Et puis à ma droite, Pierre Rabhi. Alors je vous présente comme vous êtes présenté sur vos livres, les éditions Actes Sud en particulier, mais pas simplement. On vous présente comme paysan, écrivain et penseur français. Donc je reprends ces trois termes pour vous présenter ce soir. Et vous êtes tous les deux personnes extraordinairement impliquées sur les sujets qui ont été définis dans l'appel de cette soirée. On avait noté un certain nombre de thèmes, la question évidemment du rapport à la nature et à la biodiversité, la question du rapport à la production, mais aussi à la rémunération de ceux qui produisent, la question de la valorisation des saveurs et des traditions locales, la question de la transformation aussi des modes de production et de consommation. Et donc, nous avons pensé, quand nous avons réfléchi à l'organisation de cette édition du rapport Sciences Po Italissimo, enfin en tout cas de cette série de conférences Italissimo qui ont pris l'habitude de commencer ici à Sciences Po, de trouver ce thème, d'ailleurs ça a été une idée à la fois de Paolo et de Fabio, parce qu'on pensait que c'était un thème qui intéressait tout le monde, bien évidemment, et qui avait aussi une dimension tout à fait en syntonie avec ce qu'on fait à Sciences Po, justement par rapport à la réflexion et à l'action sur l'environnement, la planète, l'alimentation et les éventuelles politiques à développer. Alors, je vais engager tout de suite ce débat parce que sur ces questions-là, vous avez tous les deux lancé justement des initiatives. Carlo, tu as lancé Slow Food. Je voudrais que tu le présentes en quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, sachant qu'il y aura beaucoup d'autres choses à aborder, mais que tu commences en nous présentant Slow Food. Et ensuite, Pierre Rabhi, je vous demanderai de présenter une ou deux, parce que vous en avez beaucoup. Moi, j'avais pensé au mouvement Colibris, mais vous en avez d'autres.
et vous aurez comme ça la possibilité de présenter votre philosophie et votre action. Carlo. Voilà. Avant tout, je m'excuse si je ne parle pas bien le français, hein, mais je suis très heureuse d'être ici avec mon ami Pierre et à parler à vous, pas seulement de mouvement, mais aussi de la politique que nous avons besoin dans ce moment ici sur la question alimentaire. Alors, le mouvement Slow Food, il est né 30 ans avant. Il est né comme une association gastronomique classique et dans le temps, il a changé beaucoup de choses parce qu'il est devenu un mouvement qu'il est diffusé par tout le monde, par milliers de communautés de la nourriture qui sont paysans, pêcheurs, qui sont artisans. Et maintenant, le réseau est présent en 160 pays du monde. Et l'esprit initial de travailler avec un concept de gastronomie classique, il est complètement rivoltato, changé complètement. Et c'est la bataille plus forte que le mouvement il fait dans ce moment ici. Pas seulement parce que nous avons une petite université, la première université au monde totalement dédiée à les sciences gastronomiques, totalement dédiée à les sciences gastronomiques. Mais le travail qui est plus important que nous sommes en train de faire, l'opportunité d'être ici à Sciences Po me donne l'opportunité d'expliquer ça, c'est que nous avons besoin de réfléchir sur le concept de gastronomie. La plupart du monde, quand tu parles de gastronomie, tu parles de recettes, de situations de restaurateurs. Mon ami Marc, il m'a dit à la fin du débat, je veux demander les plats italiens et les plats français. Oui, si. Mais écoutez-moi, c'est ça, c'est pas la gastronomie. C'est ça, c'est une part de la gastronomie. Les 10%. Et dans ce moment ici, il a un paradoxe incroyable. Tout le monde parle des recettes. Dans tout le monde, tu vas allumer la télévision, à quelle heure, à minuit, à 5 heures, il y a quelqu'un avec la casserole qui parle. C'est ça, c'est pas gastronomie. C'est pas gastronomie. La gastronomie, c'est agriculture. La gastronomie, c'est biologie. C'est physique et chimique, parce que quand nous allons à utiliser le feu et à couper la nourriture, nous allons faire un processus physique-chimique. Et la gastronomie, c'est la génétique. La gastronomie, c'est l'histoire, l'anthropologie, l'économie politique. Alors, c'est une grande bataille. Parce que tout le monde, parce qu'il arrive le gastronome, on va manger, dis-moi les adresses ou les restaurants. Écoutez-moi, quand il a beaucoup de choses comme ça, il n'est pas gastronomie, c'est pornographie alimentaire. Alors, et une autre chose excusez-moi, mais pour présenter, une autre chose que nous devons dire directement, jamais dans l'histoire de l'humanité, il a parlé aussi beaucoup de nourriture et la situation, c'est un désastre. La situation agricole ici en France, en Europe, est un désastre. Nous allons parler de la biodiversité. Nous avons à compromettre les environnements. Nous avons des paysans qui ne gagnent pas. Et dans le même temps, tout le monde, il parle des chefs. Et tous les chefs, ils sont masculins. Tous masculins, qui sont devenus maîtres à penser, qui sont devenus des philosophes. Et rien dit que l'essence, l'histoire de la gastronomie sont millions et millions de femmes. Quand de toutes les parts du monde, il a réalisé des choses incroyables sans recevoir le remerciement. Rien. Tout chef. Alors, nous avons besoin de reconstruire aucune des choses parce que la bataille que nous allons faire, c'est une bataille politique, culturelle. Et nous avons besoin de
changer ce vêtement ridicule de la gastronomie. Bon. C'était très bien. Pierre, à vous de nous exposer un peu votre action. Alors, elle n'est pas obligatoirement concentrée sur la gastronomie, mais elle parle aussi de la gastronomie. C'est une réflexion qui réfléchit justement sur la croissance. On va y revenir tout à l'heure, mais présentez-nous vos principales activités parmi toutes celles que vous avez développées depuis des années. Merci beaucoup. Je vous dois quand même un tout petit peu de biographie, non pas en termes narcissiques, mais pour faire comprendre ce qui m'a amené aujourd'hui à être dans une protestation radicale par rapport à notre modèle de société. C'est-à-dire que je suis né dans une culture musulmane et saharienne. Ensuite, ma mère décède, j'avais à peine 4-5 ans, et je suis confié à un couple de Français pour être éduqué. Ce qui fait que dès le départ, moi, j'étais sur deux cultures, c'est-à-dire je passais de l'école coranique à l'école française, avec évidemment toutes les contradictions qu'il y avait dans tout cela, où d'un côté, la civilisation moderne dit « Oh, les autres, c'est des archaïques, il faut les changer, il faut qu'ils changent, il faut qu'ils se mettent à jour de l'évolution, ils sont non évolués. » Et de l'autre côté, une civilisation qui prétend être la meilleure du monde et qui doit se propager sur l'ensemble de la planète comme étant la civilisation avancée. Et du coup, j'ai donc fait l'expérience d'un itinéraire sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui m'a amené du Sahara où je suis né à Paris où j'ai travaillé. J'ai d'ailleurs commis un ouvrage que j'ai intitulé « Du Sahara aux Cévennes ou la reconquête du songe ». Ce que j'entendais par reconquête du songe, c'est qu'on était saisi par une civilisation qui ne nous laissait aucune place. Et il fallait donc que le deal était, dans la civilisation moderne, donne toute ta vie, on te donne un salaire. Voilà. Et donc ce capital vital, qui est la vie de chacun, devrait être... On devrait avoir la possibilité de le gérer, non pas en fonction d'une idéologie qui a défini les critères, mais en fonction des besoins de notre propre épanouissement. Ce qui fait qu'on est dans une civilisation... Alors, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Hein. Je ne suis pas en train de prêcher, vous dire voilà la vérité. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Vous m'avez demandé de témoigner, je témoigne. Donc, je ne vais pas mettre mon témoignage... le déformer pour vous plaire. C'est simplement qu'à partir du moment où une civilisation prétend qu'elle est la meilleure et qu'elle doit se répandre partout et que toutes les autres civilisations étaient des ringardes et non évoluées et qu'on a instauré ce qu'on appelle le système du développement, à partir du moment où on a instauré le système du développement, on a instauré un principe selon lequel il y a des règles fondamentales de base et où finalement, petit à petit, on se rend compte que l'être humain devient le producteur, le consommateur, l'ingrédient qui va faire fonctionner une machine qui a été définie au nord comme au sud. Et disons, l'idéologie s'est instaurée déjà en Europe. L'Europe, c'était une mosaïque de petites sociétés, de petits groupes sociaux, de communautés avec une multitude de patois. C'est-à-dire qu'il y avait des situations et de groupes caractérisés, qui étaient caractérisés. Et cette caractérisation était significative d'un archaïsme qu'il faut supprimer. Et c'est comme ça que la civilisation moderne, évidemment, s'est répandue partout. Et tous ceux qui n'adhèrent pas à cette civilisation sont considérés comme hors de l'histoire. Ce qui nous donne aujourd'hui le tiers-monde, des gens qui essayent de s'adapter à un système. Alors, voyant tout cela, eh bien, je travaillais comme OS, ouvrier spécialisé à Paris, pour essayer de gagner ma croûte. Et puis finalement, ça m'a amené à l'observation de là où est la dynamique, disons, de la société. Et à tort ou à raison, j'ai considéré qu'on était dans une situation dans laquelle l'espace de vie était restreint. Et il y avait en plus ce qu'on appelle le hors-sol, c'est-à-dire une civilisation hors sol. Et une civilisation qui me paraissait carcérale parce que de la maternelle à l'université, on est enfermé.
On appelle ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des boîtes, des petites boîtes, vous voyez, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, vous savez. On va comment? Dans sa caisse. Et ensuite, vous avez la boîte où on met les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Et avec cette incarcération, on agitait le drapeau de la liberté. On est libre, vous voyez. On est libre quoi? Libre à quoi? Et donc, renoncer à ce système, c'était retrouver la majesté de la vie, pendant qu'il y a de beaux soleils couchants, il y a de beaux crépuscules, que les oiseaux chantent, etc. Les gens sont enfermés à produire du produit national brut. Et donc, alors, ils ont à peu près, comme on dit, 11 mois de coma et 1 mois de réanimation, où on va courir, glisser sur la neige, pour rattraper un peu tout ce qu'on a perdu dans notre réalité vivante. Et c'est ça qui, en fait, m'a amené à dire, mais non, je ne peux pas accepter cela. Et j'ai rencontré une jeune fille avec laquelle on s'est entendu sur un projet, retourner à la Terre. Et ça, c'est depuis 55 ans. Et là, retourner à la Terre, je veux faire de l'agriculture. Second choc, je suis ouvrier agricole. Chaque fois que mon patron me dit il faut aller traiter tel arbre et tel arbre, je prends des substances chimiques toxiques. C'est-à-dire qu'il fallait que on mette des masques pour ne pas s'intoxiquer avec les produits que nous étions projetés pour guérir et soigner les arbres. Vous voyez? Et donc ces produits, on le savait bien. On savait très bien qu'ils rentraient dans la logique de la productivité. Comment on cultive le sol? Eh bien, on met des engrais. Mais le sol n'est pas un organisme vivant. On met des engrais chimiques de synthèse. Ces engrais chimiques de synthèse fabriqués dans les usines et propagés par l'agriculture sur l'ensemble du système agricole, avec ce que vous savez, les engrais, les pesticides, les semences sélectionnées, etc., etc. Et c'est toutes ces choses-là qui ont amené à dire, mais finalement, nous sommes dans une dérive terrible, et que cette dérive terrible risque d'être extrêmement préjudiciable à l'avenir, parce qu'en fait, dans la réalité, l'être humain, c'est quoi? C'est quoi? 1 minute et demie à 2 minutes sur les 24 heures que l'on attribue à la vie de la planète. Nous sommes là que depuis... Est-ce que la planète a eu besoin de nous? Non, pas besoin de nous. Est-ce qu'elle aura besoin de nous? Non, elle sera même soulagée. Donc nous sommes les premiers catastrophe écologique, c'est l'être humain lui-même. Et cet être humain qui s'est autoproclamé le meilleur, au-dessus de tout le monde, mais sans démontrer un humanisme réel, puisque l'humanité, et encore aujourd'hui, au lieu de s'estimer, au lieu d'évoluer ensemble, on s'entretue. Il n'y a qu'à ouvrir la radio, vous vous rendrez compte que les êtres humains tuent les êtres humains. Les êtres humains polluent la nature, détruisent la nature. On a aussi la disparition de la biodiversité, c'est-à-dire depuis 10 à 12 000 ans, quand l'être humain est devenu agriculteur, il n'a pas arrêté de collecter dans le sauvage des graines qu'il a introduites dans son alimentation. C'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui 75% de ces graines libres, c'est-à-dire que générations ont disparu. Alors, il y a toute la stratégie OGM et tout ça. Donc, c'est tout ça qui, en fait, nous mobilise et nous a fait créer... donc, vous parliez de Colibri, mais pas seulement, puisqu'on a bien d'autres structures. Mais en tout cas, ce qui était intéressant avec Colibri, c'est que dans le marasme actuel, où les êtres humains se sentent de plus en plus impuissants à orienter l'histoire, ils sont plus eux-mêmes pris en otage. Imaginez, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de carburant, etc., pas de communication, c'est l'effondrement du système, entièrement, il ne tient pas. Donc c'était de dire, dans ce marasme, j'ai évoqué une petite légende amérindienne qui disait qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés, vous voyez le désastre. Par contre, il y avait ce petit oiseau qu'on appelle le colibri. Et lui, ce petit oiseau, il baisse pas les ailes, comme on dit, comme vous pourrez dire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec et il vient les jeter sur le feu. Dérisoire.
le tatou le regarde et lui dit « Mais Colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le Colibri le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Et ça a fait tilt. Et je pense que plutôt que de se lamenter constamment le système, la politique, etc., je pense qu'il faut, si chacun de nous faisait vraiment sa part là où il peut la faire, là où il peut contribuer à l'évolution positive de la société et de l'histoire, mais qu'il le fasse. Ça paraît insignifiant, mais vous savez, insignifiant, plus des milliers d'insignifiances ou des millions d'insignifiances, ben ça peut faire un énorme mouvement. Alors, merci pour cette intervention, parce que vous avez résumé en quelques minutes votre position qu'on pourrait appeler philosophique, la vision un peu historique que vous avez de l'histoire de l'humanité. Comme vous l'avez dit, on n'est pas obligé de la partager. Et pour vous provoquer un peu, vous avez une vision un peu apocalyptique à la fois de la modernité et de la croissance. Et ma question à Carlo, on va rester un peu dans cette dimension, j'allais dire, philosophique, parce qu'elle a évidemment des impacts sur la question de la production agricole, sur la question de l'alimentation et sur la question même de ce que tu as appelé de manière ironique la gastronomie. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que tu partages, toi, cette vision que je qualifie de manière volontairement provocatrice d'apocalyptique que nous propose Pierre Rabhi, même si l'apocalypse ici est compensée par les petits efforts. Il y a un historien anglais il y a très longtemps qui s'appelle Jane Winter qui avait dit dans ce monde on peut créer des petites utopies, pas des utopies comme il y en a eu dans le passé qui cherchent non pas à changer les conditions dans lesquelles les hommes existent, mais qui cherchent à changer l'homme lui-même et qui aboutissent en général à des catastrophes. Mais les petites utopies qui permettent de progresser, ce qui est un peu votre idée, des petites utopies qui peuvent justement concrétiser cette action contre cette vision que vous avez de la modernité, que vous avez résumée et que je me permets de qualifier d'apocalyptique. Absolument. Alors, Carlo, est-ce que tu partages cette vision? Mais je fais exprès, mais bien sûr. Non, mais on est à Sciences Po, on dialogue, donc il n'y a pas de problème. Je pense que la définition des idées de Pierre Rabhi comme une vision apocalyptique, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est provocateur. Le provocateur doit avoir des arguments. Je pourrais en avoir, mais ce n'est pas moi qui fais le débat. Non. Je pense qu'il n'est pas une vision apocalyptique. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous avons maintenant un système alimentaire qui c'est un système criminel. Et je ne peux pas changer les mots pour être en harmonie avec la politique. Dans ce moment ici, le monde, il a une situation dramatique et nous avons le devoir d'expliquer clairement à les jeunes que la situation c'est dramatique. Alors, pourquoi ce système c'est criminel? C'est un système criminel. Pourquoi dans tout le monde, nous allons perdre la fertilité du sol. Et la situation, c'est incroyable si nous allons à penser que les personnes vont monter. Et nous avons les sols, la plupart des sols compromis, qui n'est pas plus fertile. Deuxième chose, dans les derniers 100 ans, l'humanité il a perdu les 75% de la biodiversité. Mais c'est apocalypse. Ici, nous allons vivre l'apocalypse maintenant. 75%, c'est-à-dire qu'il y a une chose incroyable, milliers d'espèces génétiques, de verdures, de fruits, de races animaux. Troisième, la situation, c'est incroyable parce que dans le monde entier, il est pas, on parle d'agriculture,
mais nous n'avons pas plus les paysans. Mon ami Pierre, c'est tout, est un héros qui retourne à la terre. Alors, le dernier mois, je suis allé dans une université italienne, à Torino, Economia. 600 étudiants. Combien de vous pensez que dans vos projets de vie, vous retournez à la terre pour faire les contadini? 600. 2. Alors, viens ici. Vous êtes mes héros. Mais vous, 589, vous ne pensez pas de manger avec ces deux ici. Hein? La situation, c'est ça. Dans mon pays, en Italie, tout le monde parle de la culture alimentaire italienne. Oh, che bello il prodotto, il parmigiano, tutto bello. Et aucun ne sait pas qu'il n'existe pas plus les paysans en Italie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les paysans en Italie sont les 50%. Maintenant, sont les 3%. Et les 60% de ces 3%, il a plus de 60 d'années. Nous ne mangeons pas l'Internet et les téléphones. Et tu as dit que c'est catastrophique, que c'est apocalyptique. Non, c'est la réalité, mon cher ami. C'est la réalité. Et cette réalité, il est une réalité qui n'est pas connue par la politique. Parce que la politique, ils ne comprennent pas que tu es connexe. Les environnements se connexent à la situation agricole. La situation agricole se connexe à l'économie. L'économie se connexe à la socialité. Il y a beaucoup de personnes qui parlent à compartimenti stagni. Non, tout est connexe. Alors, l'alimentation, c'est très important et dans ce moment-ci, il a un rôle mondial au niveau politique. Et nous sommes deux personnes que nous n'avons pas influence dans la politique officielle. Mais attention, qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui pratiquement, avec sa témoignage, il va changer les choses. C'est la vérité. Beaucoup de jardins potagers qu'il va réaliser dans l'école de tout le monde. Beaucoup de réalités de marché paysan qu'il va à construire une nouvelle formule de distribution. Nous avons besoin de reconstruire la distribution. Et la distribution, c'est fondamental aussi pour l'agriculture. Parce que nous avons une situation tremenda. Avant tout, la grande distribution organisée, il a tué les petits négociants. Maintenant, il arrive à Amazon, qui veut porter l'alimentation avec les drones. Et Amazon, il va tuer la grande distribution organisée. C'est ça, c'est la situation. Qu'est-ce que tu penses? Que c'est apolitique? Que c'est l'apocalypse? Non, c'est la réalité. La provocation est une bonne chose. Encore une chose. Ça te fait parler, là. Alors, encore une chose. Non, parce que beaucoup de personnes ils pensent que c'est une formule, comment dire, romantique, une vision de personnes nostalgiques qui sont au dehors de la réalité. Non, ce n'est pas vrai. Et nous devons porter notre idée avec force et détermination. Par exemple, je parle de l'Italie et aussi de la France. Nous sommes en train de faire une grande bataille pour reconstruire dans les villages d'Italie et dans les villages de la France de petits centres de distribution, non? De petites boutiques. Nous avons des villages merveilleux en France, en Italie, où il n'y a pas plus les prêtres, il n'y a pas plus l'office postal, il n'y a pas plus le bistrot, il n'y a pas plus à manger. Ils sont des réalités où
les personnes ils vont dormir. Mais c'est ça, ce n'est pas la socialité de notre histoire, de notre patrimoine. Nous devons reconstruire des petits lieux où il a la distribution de la nourriture, mais aussi la socialité, l'encontre, la conjonction entre les nouvelles générations et les générations plus vieux. Alors tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une vision romantique, une vision nostalgique. Non, c'est ça, c'est la politique. Et je m'en fous, c'est la politique qu'elle comprend ça. Non la comprende. Scusa. Alors. Pierre, non, je suis été préparé parce qu'elle m'a dit qu'elle est provocateur. Ah bah, c'est le principe de ces débats. Mais attends, j'en ai d'autres provocations. Tu t'en es pas sorti comme ça. Pierre Abbé, vous vouliez justement vous aussi reprendre le mot que j'ai fait. Oui, d'abord, j'aime beaucoup l'indignation de mon ami parce qu'aujourd'hui, elle est indispensable. Et effectivement, dire que le drame est à venir, le drame est présent. Si nous vivions en Syrie, on verrait que le drame est présent. Si nous avions été dans la guerre de 14-18, ben le drame, il était présent. Ensuite, la guerre de 45, 40-45, je ne me rappelle plus des dates, le Vietnam, etc. Arrêtons de dire que l'apocalypse, c'est pour demain. Elle est déjà dans la réalité du monde d'aujourd'hui, l'apocalypse. On a quand même asservi la science à l'atome et à la destruction par les bombes atomiques. Aujourd'hui, les grands budgets des nations, quand vous voyez les budgets des nations, on consacre le plus gros budget à vérifier, mais je pense un budget considérable à quoi? Aux armements, c'est-à-dire au service de la mort. On sert la mort beaucoup plus. Pendant ce temps-là, nous sommes quelques clampins écolos qui essayent de faire quelques bricoles ici ou là en disant mais arrêtons de détruire la terre, parce que la terre, c'est la mer. C'est celle qui nous nourrit. Et cette terre que nous nourrissons, qu'est-ce qu'on en fait? On l'empoisonne. L'eau que nous buvons, nous l'empoisonnons. L'air que nous respirons, nous l'empoisonnons. Les semences, n'en parlons pas, qui disparaissent, etc. Donc le processus de ce qu'on pourrait appeler l'humanisation en tant que, historiquement, un des tout derniers phénomènes qui est advenu sur cette planète est une véritable catastrophe et nécessite aujourd'hui qu'il y ait une pensée différente, qu'on introduise l'esprit dans la matière. Parce que pour le moment, la matière et le matérialisme a tellement pris d'ampleur que finalement la réflexion est circonscrite à un mode de pensée qui est strictement rationnel, mais on oublie que nous ne sommes pas faits que de rationalité. Il n'y a rien de plus irrationnel que l'homme, parce que l'homme fonctionne sur des sentiments, il fonctionne sur... Aujourd'hui, pratiquement la spiritualité, les sentiments, ça pollue le système. Si vous mettez de la spiritualité, vous polluez le système. Pourquoi? Parce que les scientifiques vous disent il faut qu'on soit absolument rationnel, tout ça c'est de la subjectivité. Mais nous sommes subjectifs. Si nous étions vraiment intelligents et objectifs, nous n'aurions pas fait la planète comme elle est aujourd'hui, qui est totalement irrationnelle. Alors la rationalité absolue qui se veut pure de toute subjectivité, etc., est en train de détruire le monde. Voilà. Il faudrait quand même faire rentrer dans nos démarches un peu de poésie, un peu de beauté, un peu de choses qui vous exaltent. Je citais une petite histoire qui est révélatrice. Je vis comme un milliardaire, que je ne suis pas. Mais pourquoi je suis milliardaire? Parce que je vis dans un endroit magnifique. Quand je regarde autour de moi, ma maison, ma ferme, je vois 17 clochers. 17 clochers. Je vois le lever de soleil. Je vois le coucher du soleil. Et chaque fois, je m'exalte. Alors, il y a eu une petite anecdote comme ça. Nous sommes dans notre ferme, isolés, sans électricité, etc. Et il faut se chauffer. Vous voyez, l'hiver est quand même l'Ardèche du Sud, pour ceux qui connaissent. C'est pas non plus très froid. C'est pas le pôle Nord, mais enfin, c'est froid. Donc, il faut se chauffer. Et donc, pour se chauffer, heureusement, j'avais un peu de forêt. Et chaque année, en faisant très attention à ne pas couper à tort et à travers, à gérer ma petite forêt pour pouvoir me chauffer.
Mais comme j'étais tout seul, c'est difficile. Alors, et à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse et rien de tout ça. On avait passé un deal avec un ami pour lui dire, bon, moi aussi, je suis seul et j'aimerais me chauffer, je suis tout seul. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas m'aider? Et je vais t'aider. Je te donne une semaine, tu me donnes une semaine, et puis voilà, on règle le problème. Le contrat est signé, mentalement, on n'a pas signé de papier. Et puis, un soir, nous avons travaillé toute la journée, nous avons travaillé. Et puis, le résultat, magnifique tas de bois. Donc, on est content. Et le coucher de soleil arrive. Et qu'est-ce que je vois? Ce coucher de soleil splendide. C'était le plein hiver. Et qu'est-ce qu'il y avait? Un chêne qui était dénudé, bien sûr, il n'avait pas de feuilles, mais il faisait comme une dentelle sur ce paysage absolument splendide. Une vraie dentelle. Il ajoutait de la beauté à ce coucher de soleil. Et puis moi, j'étais là, admiratif, n'osant rien dire, parce que c'était tellement beau que les mots ne suffisaient pas pour le dire. Simplement, mon ami qui était en train de ranger les outils s'approche de moi, je le prends par la main et je lui dis, en regardant ce paysage et cet arbre, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Vous imaginez évidemment ma déception, mais enfin c'était très significatif de comment ça fonctionne la mentalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin que des gens nous distraient, on a besoin que des gens nous fabriquent du rêve, et alors qu'on pourrait rêver nous-mêmes. On n'a pas besoin de gens pour nous fabriquer des rêves, on est capable soi-même de faire des rêves. Donc c'est devenu industriel, ça aussi. Comme la spiritualité qui est devenue industrielle, qui est devenue un business, etc. C'est tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à une phase dans laquelle, si nous n'introduisons pas justement la beauté de la nature, le respect de la nature, la beauté qu'elle nous offre, et le respect de cette eh bien, nous évoluons vers quoi? Bientôt plus de baleines, bientôt plus d'éléphants, bientôt plus d'arbres, donc c'est le moment où la conscience humaine doit avoir conscience de son inconscience. Et notre rôle, c'est pas de piller la planète, je veux dire, des poissons. Ça, c'est horrible. Notre rôle, c'est d'aimer et de prendre soin de la vie. Et si nous ne faisons pas cela, la planète nous éjectera, parce que la planète, elle vivra. Disons, tuer la planète, mon œil, on ne peut pas tuer la planète. C'est impossible. Donc voilà, si vous voulez, si j'avais à dire un message, mais ce message, il n'est pas simplement verbal. C'est-à-dire que nous essayons, par les structures que nous créons, par les mouvements que nous créons, par toutes ces choses-là, eh bien, à notre petite mesure et très modestement, de faire rentrer dans les esprits ou de participer à ce que les esprits prennent conscience de leur inconscience et prennent conscience que nous sommes des êtres humains admirants. Nous ne sommes pas des êtres humains que les dollars, les machins. Je m'en fous des dollars. Je veux dire, voilà. Je m'arrête là. Non, mais justement, ça me permet, ce que vous venez de dire, d'enchaîner sur un autre thème que je souhaiterais que vous abordiez l'un et l'autre. C'est quel type de production agricole peut-on développer alors qu'on a une planète, pour aller très vite, là on est un peu dans les schémas, disons, dans lequel une partie de l'humanité crève de faim et doit survivre, alors qu'une autre partie de l'humanité est justement suralimentée et a qu'une seule obsession, c'est avant tout bien vivre. Alors justement, vous êtes parti de ce constat et vous avez proposé de faire un certain nombre d'actions. Je pense qu'il oui, je me permets, je te laisserai mais là, il y a un truc... Non, mais après, je lui poserai une question. Oui, ne voilà. vous inquiétez pas, Voilà. j'en ai une. C'est simplement pour dire que nous ne sommes pas là, ni lui ni moi, nous sommes là pour faire des grandes envolées théoriques, que nous sommes des hommes de terrain, que nous sommes des hommes créatifs. Moi, à partir de la réalisation que nous avons fait avec ma compagne, Michel, en Ardèche, pour notre famille, etc., on a créé un lieu de vie, et bien, je me suis impliqué dans les pays dits en développement. Et ces pays dits en développement, eh bien, ce sont des pays qui sont, quand on parle de l'Afrique comme étant un continent pauvre, c'est un continent immensément riche.
qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est pas qu'il manque de ressources, c'est pas qu'il manque de quoi que ce soit. C'est le fait qu'à partir du moment où, disons, le profit est mis en avant avec des chefs d'État, la plupart du temps, corrompus. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'État, mais ils sont corrompus. Mais nous, on est bien contents qu'ils le soient. Parce que comme ça, ils peuvent nous permettre de prendre tout ce que nous voulons légalement. C'est comme on a écrit un ouvrage, l'excès de la finance ou la légalisation de la prédation. C'est-à-dire que la prédation est légalisée par un système qui pratiquement la rend morale. Et on admire les riches. Mais ce qu'on ne voit pas chez les riches, c'est peut-être quand même qu'ils ont un peu prélevé beaucoup plus que ce qu'il aurait nécessaire. Et que je ne vois pas pourquoi, parce qu'on a de l'argent, on peut confisquer à l'humanité le bien qui revient à l'humanité. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une loi disant ça c'est le bien commun, donc il n'est pas accaparable, il n'est pas confiscable. Or on laisse des gens, et aujourd'hui la forêt amazonienne, tout, les gens viennent avec des millions de dollars, des milliards de dollars, ils achètent tout. C'est-à-dire qu'ils sont en train, bientôt, vous recevrez un petit mot vous disant, monsieur, vous vivez déjà sur notre propriété, parce qu'on a tout acheté. Voilà. Et c'est là où il y a quelque chose qui est à reprendre légalement et moralement, c'est de dire le bien commun, la nature ne doit pas être marchandisable, parce qu'elle est authentiquement et souverainement le bien de tous. Après, il faut en prendre soin et la transmettre en bon état, alors qu'aujourd'hui, la destruction du milieu, on est en train véritablement de rendre le patrimoine collectif indispensable à la survie comme quelque chose qui est contraire à la survie. Et l'agriculture moderne, chimie de synthèse, des pesticides, les semences sélectionnées, les engrais, tout ça, ça tue le patrimoine. Et se nourrir n'est pas se nourrir avec des denrées qui poussent comme ça, dans ces conditions-là, et qui sont donc empoisonnées. On mange du poison. C'est pour ça que je parlais au lieu de se souhaiter bon appétit, se souhaiter bonne chance quand on mange la nourriture. Donc ce qui fait que tous ces problèmes-là doivent être maintenant repris par une conscience collective intelligente. Mais comment la reprendre, puisque la domination absolue, c'est l'argent. C'est même pas l'argent qui est noble dans le fait du troc. Le fait du troc, c'est noble. Mais la finance qui domine de plus en plus tout et qui même oriente l'histoire et même suggère les politiques nationales et internationales. Carlo, Slow Food, tu as dit qu'il avait connu une évolution par rapport à ses origines. Quel type d'action, justement, tu entreprends par rapport à ce contraste planétaire dans le rapport à l'alimentation? Et pour te provoquer, comme ça te permettra de développer tes colères qui plaisent tant au public, on a pu dire que Slow Food, c'était vraiment une affaire de riches. Alors, c'est-à-dire de gens, justement, qui ont les moyens d'accéder à ce slow food par rapport à ceux qui ne peuvent se contenter parfois que du fast food ou moins que rien. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ce type de critique? Et qu'est-ce que vous faites? Alors, la première. Je pense que la réflexion qu'il a fait Pierre, il mérite une considération. Cette économie, c'est une économie mauvaise, qui va détruire la planète et qui va détruire aussi la socialité. La situation, c'est dramatique. Et au niveau des commerces pour l'alimentation, les règles sont des règles qui ne fonctionnent pas pour les paysans et aussi pour les citoyens. J'aime pas. La première chose que je veux réfléchir pour cet changement de paradigme, il a changé les mots consommateur. Le mot consommateur, c'est un mot mauvais.
il n'a pas beaucoup d'années, il a 300 ans, le mot consommateur. Il est né avec la révolution industrielle. Consumare, c'est une maladie. C'est une maladie. Dans l'économie agricole et dans l'alimentation, nous devons devenir coproducteurs. Qu'est-ce que signifie être coproducteur? Être coproducteur signifie qu'on est la production, connaît les paysans, connaît la traçabilité des produits, connaît les prix, connaît la transformation. Nous avons besoin pas d'être consommateurs passifs, mais nous devons devenir actifs et coproducteurs. C'est ça, c'est la première chose que nous avons besoin de réaliser. Dans le même temps, nous devons être clairs sur des questions qui sont apparemment sociaux. Toute l'Europe, il a un grand problème, la migration. Et aucun va réfléchir de le désastre agricole et des environnements que notre civilité a réalisé en Afrique. Alors, premier, dans toute l'Afrique subsaharienne, il y a une situation de land grabbing, d'accaparement de terrain par la Chine, l'Inde, les Émirats arabes et les grandes multinationales, avec la complicité des gouvernements canailles africains. Alors, il n'existe pas les catastes, comment se dit catastes en Afrique. La propriété, il est passé de père en fils. Et dans le territoire où il y a agriculture, où il va amener les bêtes, il n'a pas plus de possibilité parce que la propriété il est devenue d'un autre pays. Sont, dans les derniers 10 ans, 120 millions d'hectares. 120 millions d'hectares. OK? Deuxième, le changement du climat. Le changement du climat, dans notre civilisation, il a des problèmes. Je suis au nord d'Italie, et au nord d'Italie, il a le raisin de l'uva, de raisin, qui va à nord, qui monte à nord. En Sicile, on va élever les bananes. Les bananes, en Sicile. En Angleterre, il arrive le vin. Non? Alors, tu regardes que la situation ici, on part d'une chose, mais on gagne une autre. Mais au-dessus de Sahara, la situation, c'est que plus de 200 millions de personnes, il y a un désastre des environnements, que la terre devient toujours sèche. Nous avons des communautés de slow food en Kenya qui a perdu tous les animaux, 200 brebis. Et il n'a pas possibilité de penser, de reconstruire la population de bêtes parce qu'il n'a pas plus le terrain est dramatique. Alors, nous, au nord, qui sommes responsables de gaz serra, nous avons donné à l'Afrique le désastre. Ce ne sont pas les villages africains qui l'ont fait ça. Ce ne sont pas les villages africains. Troisième, la concentration du pouvoir au niveau de l'alimentation. Impressionnant. Jamais, comme dans ce moment-ci, il y a une concentration de pouvoir des multinationales qui tiennent la semille, la semence, qui tiennent le pesticide, qui tiennent la chimique, qui tiennent la santé, qui travaillent dans la santé. Il a des noms, hein? Bayer, Monsanto. Ils sont concentration incroyable. De qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons d'une économie qui va tuer les personnes.
Mais cette idée, elle n'est pas une idée d'un extra-parlementaire. Non, 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 non. Le pape de Rome, Papa Francesco, a detto que cette économie, il va à tuer les personnes. Je suis allé au début de la grande foire de Expo alimentaire. Et là, l'ouverture de cette expo avec tous les industriels italiens, toutes les personnes ici, così, et il arrive le visage du pape Francesco che dice questa economia uccide, non tue. Alors j'ai regardé la platée et dit, mais aucun n'a pas parlé. Mais tu as compris qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que cette économie, on ne peut pas plus. Alors, concentration. En Italie, il arrive chaque année 1 ou 2 millions de tonnes de tomates dans la Chine. Il arrive, il est confectionné dans les barattoli, non? Avec un nom italien, Gino. Fantastico Gino. Gino, il arrive, il est vendu pas en Italie, Gino. Gino, il est vendu en Nigeria, in Niger, in Kenya. Mais les producteurs, les agriculteurs africains qui font la tomate, ils ne peuvent pas vendre sa tomate parce qu'il est plus cher que Gino. Alors, c'est-à-dire que notre économie alimentaire, il fait des dumping en Afrique. Alors, situation, changement de climat, la sécheresse, le dumping, toutes ces choses sont les résultats, c'est l'immigration. Si nous n'allons pas dire ces choses ici, nous n'allons pas comprendre. La dernière chose que tu me demandes, la pratique. Je pense que l'unique vraie réaction est de reconstruire une économie agricole locale, de respecter la production locale, de régénérer le sol et d'aider les jeunes qui veulent retourner à la terre. Mais nous ne pouvons pas convaincre les jeunes à retourner à la terre quand en Italie et aussi en France, tu vas payer la carotte 7 centimes au kilo. En Italie, le désastre, on paie le lait, le lait, 30 centimes. Le lait, il a été recueilli, il va dans le grand bâtiment industriel, elevano il grasso, come si dice? Elevano il grasso, parce que le gras, il est utile pour l'industrie biscotti dolci. Dans cette litre de lait appauvri, il vient avec le carton, non? 1 euro. Que si vous avez besoin de vitamines, mangez le carton parce que le lait, ce n'est pas de rien. Mais, dans le même temps, nous avons besoin de faire un lait qui va bien pour les personnes qui ont l'argent et arrivent à ta provocation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On prend le lait impoveri et mette oméga 3. Ah, l'oméga 3, che fantasia! Oméga 3, 1,60 €. Les laits improvisés, 1 euro et aux paysans 30 centimes. Alors, écoutez-moi, c'est criminel ou non? C'est criminel ou non? C'est ça les choses que nous devons réfléchir dans ce moment. C'est criminel. Slow food, il aime manger bien, il paye. Et c'est la chose plus ridicule que je pense. Alors, nous devons payer juste, pas cher. Nous devons payer juste. Et la
notre responsabilité des coproducteurs est de respecter le travail du paysan. Alors nous ne pouvons pas penser qu'un travail d'un paysan qui fait agriculture biologique, qu'il est fondatif et très important à niveau local, il doit avoir le même prix de produits massifs qu'il arrive de la Chine. Dis non, nous devons payer un petit peu plus. C'est ça, c'est la responsabilité sociale. C'est ça, parce que quand nous allons à payer les externalités négatives de ce système, il ne paye pas les riches, il paye les pauvres, les externalités négatives, avec la santé. Et il a dit justement, le premier qui va souffrir cette situation sont les paysans, quand il va utiliser les pesticides, il absorbe les pesticides. Alors, je pense que nous devons faire une chose, réévaluer la modération alimentaire et avec la modération alimentaire, payer justement le paysan. Pierre Rabhi, vous partagez, j'imagine. Est-ce que... Alors, allez-y. Entièrement, et en plus, bon, il est en situation de mieux l'analyser que moi, parce que Carlo est dans les mécanismes, disons, de tout système, et j'apprends pas mal de choses aussi. Il est donc habilité à cela. Là où je peux, moi, être habilité, c'est que je n'ai pas fait... J'ai fait un certain nombre d'expériences, et en particulier dans les zones où les famines sévissent de plus en plus et s'élargissent de plus en plus. En particulier, ce qu'on appelle la zone sahélienne. La zone sahélienne, on appelle ça une bande sahélienne dans laquelle il y a la forêt tropicale qui régresse et le désert du Sahara qui avance. C'est-à-dire qu'on est dans ce système de désertification continue. Cette désertification, elle est due en grande partie au fait qu'il y a eu, que depuis longtemps, les paysans n'ont pas été sages. Ils ont beaucoup coupé, les troupeaux en surnombre détruisent le milieu parce qu'ils sont en surnombre et ils sont non contrôlés. Donc la désertification a été réalisée par ces erreurs-là. Du coup, on se trouve dans une situation dans laquelle on analyse le pourquoi de la chose, et ben c'est parce qu'on a porté atteinte aux traditions qui s'étaient installées depuis des siècles, où les gens, mis en groupe, en tribus, en casse, si vous voulez, eh bien, avaient organisé leur survie sur le rapport à la terre et sur le rapport aux animaux. Et là, il y a eu à un certain moment, où c'est là où la modernité a été très responsable de la famine, c'est que ces paysans, si vous allez dans un village de 100, village traditionnel, 100 personnes, bon, on met un chiffre, vous dites à ces 100 personnes d'amener leurs économies. Mais je parle de village traditionnel. Amenez vos économies. Si vous collectez 200 à 300 euros, c'est énorme. Alors vous dites, mais quand même, 100 personnes ne peuvent pas vivre à 200, 300 euros. C'est parce qu'ils vivent directement avec les biens. Il n'y a pas toutes ces transactions, ces plus-values qui rentrent dans le système. L'une des causes aussi, c'est que ces paysans qui étaient très centrés sur leur autosuffisance alimentaire, on leur a demandé, mais mon pauvre, il faut que tu fasses du coton, il faut que tu fasses des arachides, il faut que tu vendes, produis de l'argent. Le paysan dit, moi, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas produire. Et puis, il faut utiliser des engrais, bien sûr. Tu vas utiliser quand tes plantes sont malades, bah, tu as des pesticides que tu achètes et on va te donner même de la semence performante. Et le paysan s'y est mis. Seulement, le problème, c'est qu'entre son investissement de travail et les revenus, il apporte son produit à la coopérative. La coopérative lui achète le produit. Déduction faite des engrais qu'on lui a avancés, qu'il n'avait pas, qu'on lui a avancés, des semences qu'on lui a avancées, des pesticides qu'on lui a avancés.
Du coup, il se trouve terriblement appauvri parce que son apport ne compense pas la dette qu'il a contractée avec les intrants. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, mon fils reste pas ici, on n'arrive plus à vivre, etc. D'où migration énorme et grossissement des villes. Les villes grossissent, donc les villes deviennent des monstres. C'est même pas des villes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait des agglomérations informelles. Il y a quelques éléments structurés, mais tout le reste, c'est de l'agglomération informelle. Quand vous avez donc une densité humaine, ben on a besoin quand même de faire cuire ces aliments, on a besoin d'un certain nombre de denrées. Qu'est-ce qui se passe? Une accélération du déboisement. Et je vous voyais tous les jours, le peu de forêt sahélienne aller vers les villes. Il se produit quoi? Ben, il se produit dénudement du sol. Le dénudement des sols produit un phénomène qu'on appelle l'albédo, enfin peu importe le nom, c'est-à-dire que la Terre, au lieu d'absorber les rayons solaires, les réfléchit dans l'atmosphère. L'atmosphère se réchauffe et il n'y a plus de condensation. Nous, quand on était à l'école, on nous apprenait tu soulèves le couvercle de la marmite. Pendant longtemps, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Ben, cette condensation, ce couvercle atmosphérique où se produit la condensation et donc les pluies, eh bien, les pluies diminuent. Quand les pluies reviennent, elles reviennent très souvent en colère, c'est-à-dire avec des orages terribles, etc. Cette eau qui tombe violemment sur le sol dénudé, elle s'infiltre même pas, elle emporte la terre et donc accélère et aggrave le phénomène de désertification. Et le tour est joué. Voyez, donc c'est pour ça que si on ne comprend pas, disons, tout ce cycle qui aboutit à ce que le paysan perd sa terre tous les jours, par le vent, par l'eau, par toutes sortes de phénomènes de dégradation. La faune, évidemment, sauvage, elle est fortement atteinte. La faune sauvage devient ensuite, c'est du gibier, une activité démesurée de chasse pour se nourrir, etc. Et donc, on est dans un désastre général. Et ça vient simplement du fait que le paysan, au lieu de l'éduquer, au lieu de lui ce qu'il savait d'abord, réhabiliter ce qu'il y avait de positif. Nous, c'est ce qu'on a fait, puisque j'ai créé un centre qu'on appelle le Centre de formation à l'agroécologie au Burkina Faso, dans le nord du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on faisait? On demandait aux villages d'envoyer des délégués de village venir se former à l'agroécologie, à charge pour eux de retour, donc financés en partie par leur propre village, retour au village et propagation de ce qu'ils ont appris. Ce qu'ils ont appris, c'est évidemment toutes les techniques qui réhabilitent l'écologie et qu'on appelle agroécologie. Voilà. Et donc c'est cet élément-là qu'on a mis en place, qui est une façon de remettre en route un processus qui, plutôt que de produire et détruire, produit et régénère. Si tout l'argent qui est... Et d'ailleurs, nous avons créé un fonds de dotation parmi les programmes que nous voulons mettre en route, que nous avons déjà engagés, c'est que tous ces paysans, cette force vive, il y a beaucoup de paysans qui représentent de l'énergie. Bon, là-bas, c'est évidemment très macho. Il faut savoir que c'est les femmes. Si les femmes faisaient grève, tout s'effondre. Il n'y a pas de problème. Et donc, cette énergie humaine, maintenant, il faut la mobiliser pour réhabiliter son propre milieu. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'envisager en Mauritanie, au Maroc et dans un certain nombre de pays, Afrique, etc., des villages à écologie intégrale. C'est-à-dire éducation des enfants à l'écologie, lutte contre l'érosion des sols, reboisement, production évidemment agroécologique, puisque la restitution et tout cela fait partie de ce que nous pouvons proposer en termes stratégiques pour que les gens eux-mêmes, avec leur propre énergie, réhabilitent leur milieu. Et qu'on ne soit pas dans le schéma, le secourisme du Nord par rapport au Sud. Évidemment, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la corruption des États.
J'ai eu un ami qui s'appelait Thomas Sankara, qui était la pureté même, vraiment la pureté, souci de son pays, vraiment. On avait obtenu des résultats tels qu'un jour, il me convoque, il me dit « Monsieur Rabi, prenez en charge le développement agricole du pays. Parce que les paysans sont contents. Ils témoignaient que ce que vous faites fonctionne bien parce qu'on avait créé un institut au nord. C'était au nord de formation. Eh bien, malheureusement, cet homme, dès qu'il y a un homme à peu près propre, on se dépêche de l'éliminer. Alors, on a bien compris votre vision commune de ce point de vue-là des questions de production, mais je voudrais revenir sur ce terme que tu as réfuté, celui de consommateur au profit de coproducteur, mais utilisons-le quand même, la notion, le concept de consommateur, et d'ailleurs la réalité. Comment, c'est une autre des questions qui est abordée en particulier dans vos livres, comment changer les habitudes des consommateurs, hein, et vous avez, vous, Pierre Rabhi, plutôt, j'ai l'impression, une sorte de réflexion, enfin pas une sorte, une réflexion qui s'appuie plutôt sur une exigence éthique, sur une dimension presque spirituelle que vous revendiquez. Donc je voudrais que vous explicitez cela, comment changer les habitudes des consommateurs. Prenons des exemples auxquels ici, dans notre monde, nous sommes très habitués. En hiver, nous voulons quand même, en tout cas un certain nombre de consommateurs veulent manger du raisin en plein hiver et donc vont acheter du raisin alors qu'on sait que normalement dans nos contrées, justement, il n'y en a pas. Alors comment changer l'habitude des consommateurs? Vous, encore une fois, vous êtes plus dans une démarche, oui, je dirais éthique et spirituelle. Et toi, Carlo, est-ce que tu es pas, parce que tu as employé un mot fort tout à l'heure, tu as employé le mot politique. Alors, est-ce que c'est aussi une dimension éthique, individuelle, voire spirituelle, ou est-ce que tu fais plus confiance, et on peut le dire ici, tu t'en es pas caché, tu as été un homme d'extrême gauche, tu as été ensuite un des fondateurs du Parti démocrate, donc de centre-gauche. Est-ce que tu penses à des formes de régulation possibles par les instances politiques, soit au niveau national, soit, puisque nous sommes dans un pays européen, au niveau européen? Donc voilà les deux questions. Je voudrais vous demander d'être un tout petit peu bref, parce qu'après, j'ai une provocation juste pour lui. Non, mais je comprends. Je comprends, je suis bavard. Moi, le problème, c'est de m'arrêter, c'est pas de me mettre en route. Bon, oui, voilà. Non, d'abord, je ne veux pas qu'on m'appelle consommateur. Je ne veux pas. C'est vraiment m'insulter que de m'appeler consommateur. Parce que je vois que des mandibules. Je suis pas des mandibules. Je suis un être humain qui a besoin de se nourrir. Mais on a accepté de se faire insulter comme ça. Vous êtes un consommateur. Et ça, c'est la logique, disons, du système qui, par une approche systémique qui est reliée à une rationalité d'un domaine qui, certes, nécessite de la rationalité, mais il n'y a rien de plus beau que la nourriture. Quand vous vous invitez, qu'on est autour d'une table, qu'on déguste quelque chose, vous voyez le rituel millénaire de gens qui se mettaient ensemble pour se nourrir. Et dans cette nourriture, il y a dans cette rituel de se nourrir, il était accompagné de convivialité, de rapport à l'autre, etc. Mais voilà, pour moi, ça déjà demanderait à être réformé. Ça existe. Bon, il faut peut-être trouver autre chose. Mais c'est d'abord le début. Ensuite, je me rappelle plus ce que vous m'avez demandé. Je disais, alors, si on laisse de côté le mot consommateur, comment vous insistez sur l'importance de la sobriété, de la frugalité, justement d'une dimension spirituelle du rapport à l'alimentation? Alors, si je le dis, je dois quand même être juste envers moi-même, sans narcissisme ni vanité. Nous-mêmes, quand nous nous sommes installés à la Terre, on m'a dit... je suis allé comme ça, naïf, avec la naïveté de mes 21 ans, à la banque, Crédit Agricole, disant on veut acheter une ferme, est-ce que vous pourriez nous prêter? Légitimement, ils m'ont demandé est-ce que vous savez travailler la terre? J'ai dit non. Allez apprendre, c'était normal. Donc je suis devenu ouvrier agricole. Et en devenant ouvrier agricole, j'ai donc connu les pratiques agricoles dites modernes. Quand mon patron me disait il faut aller traiter les péchés, je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire prendre des substances toxiques, les diluer dans de l'eau, dans une machine, un pulvérisateur qu'on met derrière le tracteur,
mettre évidemment un masque, parce que rien que respirer ces produits-là peut causer d'énormes préjudices à la santé et tout ça. Et donc j'ai appris ces choses-là. Et en même temps, donc quand j'ai vu quelle était la condition des paysans, j'ai dit non, ce ne sont plus des paysans, ce sont des exploitants agricoles. Et la paysannerie, malheureusement, est en train d'être assassinée, d'être détruite. D'abord, les guerres, on en détruit beaucoup. La guerre de 14, vous voyez, ça a été un massacre de paysans. Le vrai paysan, je ne parle pas de l'exploitant agricole qui, lui, est un schéma dans la tête, qui est schéma de la rationalité du monde moderne. Et le paysan, il avait la sensibilité de la terre. Il aimait sa terre. Ça ne veut pas dire que c'était un saint, mais ça veut dire qu'il était dans la logique du rapport avec une terre nourricière, et que à partir de ce moment-là, c'est plus le même rapport. Ça introduit des éléments presque affectifs de la chose, avec ce qu'il en découle évidemment comme travers, etc. Bon. Donc quand j'ai vu que cultiver, c'était utiliser tant de substances chimiques, avec un ami médecin qui lui était médecin de campagne et soignait les gens, les paysans. Eh bien, il me disait, mais un tel, il est mort de tel pesticide, l'autre, il a contracté un cancer, l'autre, il est devenu aveugle, l'autre, etc. Donc, lui, il était dans ce monde de cévenol de montagne, il était témoin de ce que produisait directement l'agriculture dite moderne avec l'usage des substances sur la santé humaine. Donc, on était dans quelque chose qui était clairement défini. Mais comment sortir de ce traquenard terrible? Eh ben, c'est l'agriculture écologique, c'est l'agriculture biologique. C'est cultiver avec des substances d'une façon générale, recyclables, d'une façon générale, qui n'ont pas de rémanence. C'est-à-dire que comme ils sont issus de la nature les recycle. Tandis que si on prend de la chimie de synthèse, c'est absolument pas issu de la nature, et la nature ne sait pas recycler. Donc ce qui fait que ça fait des effets cumulatifs, et les gens qui mangent en permanence des nourritures imprégnées de toutes ces substances, au bout d'un moment, vous atteignez une certaine dose létale qui fait que l'accumulation dans vos cellules de substances que votre organisme n'a pas prévu du tout de recycler, de digérer, d'inclure dans la vie, eh bien, il ne faut pas s'étonner après que la santé humaine est atteinte. Et c'est pourquoi? Parce que nous avons rendu malade la terre. Il est normal que cette terre qui nous nourrit nous rende malade. Carlo, comment changer les habitudes alimentaires, en tout cas dans une partie de la planète? Avant tout, j'ai l'obligation de dire une chose. Le moment historique et les grands défis que nous avons devant nous, il doit avoir une interprétation de l'éthique, de la spiritualité et de la politique comme une chose unique. On ne peut pas penser que par un côté, il a la spiritualité, l'éthique, le bon comportement, par l'autre côté, la politique et l'efficience. Nous avons besoin de travailler pour créer un nouveau humanisme. Et le nouveau humanisme, on part avec les dialogues, avec l'attention. Et alors, je pense qu'une dimension éthique et spirituelle, c'est fondamental pour la politique. La politique, il a besoin de ça. Et c'est une grande erreur de la gauche mondiale avoir retenu la spiritualité comme une chose de personnes croyantes. Non, et tu peux être aussi une personne qui est agnostique, mais tu as une grande spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas propriété de la personne qui est religieuse. La spiritualité, c'est aussi de toutes les personnes. Avoir une spiritualité signifie avoir la sensibilité. Et pour moi, la sensibilité de comprendre les personnes plus pauvres, les personnes qui vont souffrir. Et la spiritualité nouvelle, il
il a besoin de comprendre que chaque fois que nous allons à faire des mal à la terre, nous allons faire des mal à les personnes plus pauvres. C'est ça, c'est le concept d'écologie intégrale. Avant, le monde écologiste et le monde qui fait les batailles sociales de l'histoire de la gauche sont deux choses différentes. Non, il n'est pas plus comme ça. Nous avons besoin d'une écologie intégrale. Et alors, ce moment historique où nous allons chercher, avec beaucoup de difficultés, de créer un nouveau humanisme, nous devons supérer la situation spirituelle et politique. Alors, qu'est-ce qu'il est la dimension politique? La dimension politique, tout immédiatement, il pense, qu'est-ce que tu vas proposer à le gouvernement? Non. La dimension politique, c'est le comportement individuel de notre communauté. Je dois dire une chose. Je pense que nous traversons, pas seulement en Italie, pas seulement en Europe, un moment que la politique il a beaucoup de difficultés à être comment dire, capita, comprise. Je ne sais pas si vous avez des idées claires, mais la confusion, c'est total, c'est total. Alors, une chose, je pense que nous devons reconstruire un concept que la gauche il a perdu par beaucoup de temps, que c'est le concept de communauté. Reconstruire les communautés. Les communautés sont des sujets politiques, éthiques et spirituels qu'il peut accepter les plus grands défis du monde parce qu'il a la certitude de l'affectivité. Quand tu vas avoir une communauté, tu as la certitude de l'affettività. È bella questa, Parlo professore di politica, Ma l'affettività è fondamentale per la comunità. La communauté. Et nous avons un grand Italien qui l'a pensé ça, avant de tous, qui se chiamava Adriano Olivetti. Adriano Olivetti, il a eu une idée, beaucoup des années avant, que la communauté il peut être une formule politique qui va influencer la politique officielle. Mais si nous n'avons pas la communauté, nous ne pouvons pas influer sur la politique officielle. Et la communauté, il a besoin que toutes les personnes, il a une dimension spirituelle et d'éthique. C'est pour ça que nous avons deux caractères différents. Mais je suis fasciné de cet homme parce que tout l'homme, tout compris mon ami Marc, il regarde lui comme une personne spirituelle. Non, c'est la personne plus concrète que je connais, Pierre Rabhi, plus concrète. Alors, nous allons parler d'aucune des choses. Prima cosa, coproducteur, première chose. Deuxième, nous avons besoin de réfléchir sur le désastre de gaspillage dans le monde. Dans le monde, il n'y a jamais eu un gaspillage comme ça. Nous allons produire nourriture pour 12 milliards de personnes. Nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire que les 38% de la production, il va dans le gaspillage. C'est ça, c'est une honte pour l'humanité. Alors, nous devons dire à la politique que tu es responsable. Non. Nous sommes responsables, notre-même. Si nous n'allons pas à réduire le gaspillage. Fait un plaisir. Ce soir, quand vous allez vous retourner à la maison, salutate i vostri bambini, questo fatelo subito. Mais ouvrir les frigos et regarder que tombent des familles. Nous avons dans notre maison des persilles qui demandent de faire quelque chose. Ils sont 20 jours qu'ils sont ici. Des produits
dei produits qu'ils mettent une piccola muffa leggera, piccola, aumenta. Poi après, via. Nous sommes responsables. Nous devons changer notre comportement. C'est ça, c'est la politique. C'est ça, c'est la politique. Et une autre campagne que nous allons à faire pour les prochaines années, c'est une campagne mondiale de déclarations individuelles que nous sommes contre l'utilisation massive de la plastique. Nous devons réduire le consomme de la plastique. Nous devons engager une grande bataille pour ça. Une grande bataille. Quand vous allez dans le bar et qu'il y a la cannuccia, quelle est la cannuccia? La paille. Ah, que sta paille! Quelle est la durabilité de cette paille? 10 secondes, via. Et nous allons jeter pétrole. Nous n'allons pas jeter une chose qui entre dans le circuit. Pétrole. Stop à la paille. Stop au consomme de plastique. Recyclage. C'est ça, c'est la politique. Ce n'est pas la politique de demander à monsieur le président la paille. Non, c'est nous qui nous sommes responsables. 400 millions de tonnes par année de plastique. Et hier, sur une plage d'Italie, il a retrouvé une capodoglio. Comment ça veut dire capodoglio? Balena, vabbè, una piccola balena, petit, qui a 30 kilos de plastique à l'intérieur. 30 kilos. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la plastique, il est entré dans la chaîne alimentaire. Et nous mangeons la plastique. Nous mangeons la plastique. Et tout le monde a la gastronomie, mais nous mangeons la plastique. Parce que les poissons, il a la plastique. Les verres que vous avez dans le robinetto, vous allez ouvrir l'eau, il a la plastique, la microplastica, per cere di bellezza. Alors, nous pouvons parler d'agriculture, nous pouvons parler de gastronomie sans parler de ça. Et c'est ça, c'est politique ou non? C'est politique, la demande c'est ça, c'est politique ou non? Oui, c'est politique. Et on doit partir avec des communautés de citoyennes. Et je suis très heureux de parler à un plateau de tanti giovani. Le futur, c'est vous. Organiser des communautés, créer des réseaux, créer un nouvel concept de démocratie. Basta democrazia animale. Nous avons besoin de démocratie végétale. Alors, mon ami, le professeur de politique, vous savez que toutes les organisations, partis, associations, tous les mouvements, il a une concession. La démocratie animale. Il a le cerveau et tous les membres ils travaillent et commandent le cerveau. Non. Nous devons construire une communauté avec une démocratie végétale. Regardez une plante. La plante, il parle. La plante, il vive. Et chaque part de la plante, il travaille pour le bien commun. Les réseaux, et quand tu vas couper un rame de la plante, se reconstruit. Et quand tu vas détruire la plante comme ça, la plante, elle retourne à vivre. Nous avons besoin de changer le concept de la politique et de penser que la connexion avec l'éthique, la spiritualité, c'est les nouveaux mouvements. C'est les nouveaux mouvements. Et nous devons avoir l'orgueil de ça. Et dire une chose, vous, Français, vous devez avoir l'orgueil d'avoir une personne comme ça, qui dans le monde entier, il parle et il pratique. Je ne pratique pas beaucoup. Lui, il pratique. Lui, il est agriculteur. Bien, merci.
Alors, j'avais une question à y poser, mais franchement, je lui la poserai dans une autre circonstance. Paolo est non, non, mais si on a le temps, t'inquiète pas. Paolo est là pour... Pardon. Si c'est possible, très rapidement, ne pas laisser passer, disons, un certain nombre de critères. D'ailleurs, je suis fatigué, je les ai notés pour ne pas les oublier. Vous savez, ou vous ne savez pas, qu'en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Donc, à force d'insomnie, est-ce que j'y vais pas, et pourquoi j'irai en politique, etc., etc. Du coup, à un moment, je me suis dit, bon, ben voilà, ben, je vais y aller, voilà. Et on s'est lancé donc dans la bataille. Vous savez qu'en France, il fallait collecter des signatures d'élus. Et on s'est dit, si on a 3 signatures d'élus en état d'ébriété, ça sera pas mal. Et puis finalement, on a atteint les 200 signatures. On était les premiers étonnés de voir qu'on avait atteint les 200 signatures d'élus. Sur quels critères? La décroissance. C'est-à-dire revenir à de Rögen. La décroissance, il y avait le féminin au cœur du changement. Pourquoi les femmes sont subordonnées sur toute la planète? C'est totalement, d'abord, irrationnel et injuste. Il faut que le féminin ait sa place. Pourquoi éduquer les enfants sur la compétitivité au lieu de leur apprendre à la solidarité? On peut les prendre tout petits et leur apprendre la solidarité. Et ça fera des adultes solidaires. Bien sûr, la nature, etc., etc. Bon. Alors du coup, on est parti au Caïdo. Et puis, tout notre programme politique s'est mué, s'est transformé en débat public. C'est-à-dire que les gens se sont regroupés et on a discuté sur tous ces thèmes, etc. Et du coup, ça m'avait paru tellement important, mais je ne voulais pas reprendre la thématique de la décroissance, mais la thématique de la sobriété heureuse, c'est-à-dire la sobriété en tant qu'option politique, comme faire son jardin, c'est une option politique. C'est pas seulement cultiver son jardin, c'est-à-dire qu'il y a des actes comme ça qui sont des actes qui, en fait, révèlent et permettent finalement de se positionner sans que ça soit du verbiage qui s'envole. Voilà. Et je pense que si beaucoup de gens cultivaient leur jardin, ça serait véritablement une révolution politique, pas seulement, bien sûr, écologique, mais politique aussi. La deuxième chose, c'est les grandes illusions. Je prends le train Paris-Gare de Lyon, Montélimar, ma gare de destination. Je rentre dans le train, le wagon archi-comble, mais personne ne se parlait. Vous savez pourquoi les gens ne se parlaient pas? Parce qu'ils étaient tous équipés d'instruments de communication. C'est des instruments de communication qui les empêchaient de communiquer. Donc arrêtons les illusions. Et l'autre partie, excusez-moi, oui. Mon cerveau commence à être fatigué. J'insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, il faut véritablement considérer que cultiver son jardin, j'insiste énormément là-dessus, c'est véritablement une posture. Mais c'est une posture qui a des effets extrêmement concrets. Voyez. Donc, je rappelle cette anecdote qui s'est passée sur la nationale de la vallée du Rhône. Un camion de tomates quitte l'Espagne pour livrer Paris. Un autre camion de tomates quitte la région parisienne pour livrer l'Espagne. Et ils se sont percutés dans la même... c'est un fait réel. Et il y avait les tomates espagnoles et françaises qui ne se comprenaient pas d'ailleurs. Enfin, mais ça donnait l'absurdité du système où la marchandise, au lieu d'être produite localement, dans une maîtrise où chaque population maîtrise sa survie alimentaire, en fait un droit politique. Eh bien, au lieu de cela, les populations sont prises en otage par un système
qui consiste de plus en plus la capacité des êtres humains à suffire à leurs propres besoins. Merci de cette précision. Alors, je vois des mains qui se lèvent, il y en a beaucoup. On doit laisser cet amphi vers 35, donc on a une douzaine de minutes. On va prendre ces questions et je demanderai à Pierre Rabhi et Carlo Petrini de répondre rapidement. Bonjour. Oui, des questions. Bonjour, vous parliez de la végétalisation de notre nouveau mode alimentaire. Que pensez-vous du végétarisme ou du véganisme? Est-ce que c'est Première quelque question. chose que vous recommandez? Végétarisme. J'ai fait une alternance donc Attends, on en de prend- genre. On prend Merci. vraiment les questions et il va y avoir une réponse de Pierre Rabhi et de Carlo Petrini. En 1974, René Dumont buvait un verre d'eau en disant que c'était quelque chose qu'il ne pourrait plus faire dans les années à venir. Et ça, c'était en 1974. Et depuis, j'ai l'impression que rien n'a changé, quoi. Enfin, on se pose toujours les mêmes questions, on prêche toujours dans le même... pas dans une oasis, mais dans un désert. Et alors, donc, je me demande, finalement, est-ce qu'on ne touche pas à quelque chose qui est ancré au plus profond de l'homme et qu'on ne peut pas changer? Oui, une question derrière, oui. J'ai fait alternance homme-femme. Non, perché dal 1974. Bonsoir. Vous avez évoqué le problème du capitalisme qui paralyse le système. Comment on casse le capitalisme? Oh là! Et réponse en 2 minutes, hein. Bonsoir, je m'appelle Jean-François et je voulais saluer en fait votre parole. Attendez, Je vous en 30 prie, allez-y, secondes. allez-y. Je fais une traduction pour Carlo. Alors, ce n'est pas moi qui ai posé cette question, mais bon. Je m'appelle Jean-François et je voulais saluer votre parole et vous remercier pour votre intervention. En cours, je réfléchis énormément pour la génération qui est la mienne entre le rapport de résistance au monde que nous vivons et qui se dérobe un peu sous nos pieds dans cette phase de transition, et aussi la collapsologie ou le rapport de l'effondrement. Et j'aurais voulu en fait avoir votre point de vue, c'est-à-dire dans cette forme d'amour universel, de résistance, de savoir quel parti prendre, parce que dans les deux cas, c'est une démarche de résistance, d'optimisme. Et donc voilà, je voulais connaître votre avis. Mais merci en tout cas pour votre parole, puisqu'elle est essentielle et vitale pour les générations futures. Merci. J'ai vu une autre main se lever, oui, sur le côté. Puis oui, il y a des questions au fond. Bon, il y a beaucoup. Ce que je propose, c'est que vous posiez ces questions. Manifestement, ils ne pourront pas répondre à tout, mais comme ça nous donne aussi un écho justement de vos préoccupations et de vos questionnements. Donc, savoir aux deux un aspect très positif et un aspect très négatif de la politique agricole commune européenne. Une question sur la politique agricole commune. Je peux faire vers Et le fond. tout au fond, j'ai vu qu'il y a 2 mains qui se lèvent. Voilà, il y a 2 dernières questions. Ah Paolo est parti faire tutto il giro. Bonsoir. Je suis originaire de la Calabria, région en Italie qui est connue pour l'agriculture, mais malheureusement, pas mal de personnes n'arrivent pas à avoir une vie très, on va dire, genre ils n'arrivent pas à survivre grâce à l'agriculture. J'aimerais bien retourner là-bas et essayer de faire quelque chose. Et du coup, je me demandais si vous avez des conseils à me donner. Merci. Alors, Je crois qu'il y a une dernière question devant, Paolo, sur... Voilà. Non, derrière. Voilà, et ce sera vraiment la dernière. Je suis désolé parce qu'on doit libérer l'amphi dans quelques minutes. Bonsoir, grazie mille. Je suis italienne, j'habite à Paris depuis 8 ans et je me suis engagée pour un projet pour lutter contre le gaspillage alimentaire. À la base, je suis économiste du développement et de l'environnement, donc c'était hyper intéressant d'écouter tout ce que vous avez dit parce que ça me rassure d'un côté et de l'autre côté, ça me donne encore plus envie de mener cette bataille, cette lutte. Donc la question que je pose, c'est quel est votre conseil pratique que vous pourrez donner aux participants pour, dans le quotidien, devenir plus écolo dans les petits gestes et comment, effectivement, pouvoir lutter dans notre vie de tous les jours pour une alimentation plus durable et responsable. Donc, 2 petits conseils aux participants. Merci. Et pas simplement de ne pas utiliser la paille. Hein. Voilà, d'accord. Alors, pas simplement ça. Bien, je sais qu'il y a beaucoup de frustration parce que vous ne pouvez pas tous poser les questions. Ils ne vont pas pouvoir répondre à tout,
Donc, vous choisissez, on commence par vous, Pierre Rabhi, puis on terminera par Carlo. Quelles questions, qu'est-ce que vous inspire ces questions? Qu'est-ce que vous voulez répondre? Mais voyez, vous avez une horloge juste en face de vous. Il faut qu'on arrête à 35. Mais il faut laisser à Carlo parler aussi. Non, mais allez-y, allez-y. Non, je vous en prie, commencez. Parce qu'en fait... beaucoup de questions pratiques. Voilà, je dois avouer que je suis dans la phase d'une réceptivité restreinte. Donc, par fatigue et par je ne sais quoi, alors je vous demanderai de me rappeler les questions. Voilà, c'est tout simple. Au moins une ou deux. Il y avait une ou deux questions. Il y avait une question de monsieur qui partait de l'expérience de René Dumont. On va prendre celle-ci comme emblématique. Oui. René Dumont, donc écologiste, premier candidat écologiste à la campagne présidentielle. Est-ce que ça fait donc 34 ans qu'on parle de tout ça, rien ne change? Est-ce que c'est désespéré ou pas? Et aussi une question, même si ça portait sur la Calabre, mais en général, beaucoup d'autres questions tournaient autour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je ne crois pas qu'on pourra répondre à la question comment rompre avec le capitalisme, mademoiselle ou madame, parce qu'il faudrait vraiment faire tout un autre débat, et même avec un autre débat, je crois que depuis le 19e siècle et Marx, on n'a pas encore totalement trouvé la solution. Mais voilà, quelles actions concrètes, y compris dans la consommation de tous les jours, vous pensez que vous pourriez donner à ce public? Et le tout en 2-3 minutes. Prenez quelques exemples. Vous êtes à Sciences Po, c'est terrible ici. Oui. Non, je pense que ce que je peux évoquer, c'est simplement le témoignage. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas parler d'une chose qui soit simplement théorique, mais de quelque chose qui nous a alertés et que nous avons appliqué nous-mêmes dans notre propre démarche. C'est-à-dire que sinon, on reste dans les vœux pieux. Quand on a choisi de faire ce retour à la terre, il est certain que dans la première chose qu'on a choisi, c'était, on devait passer par le Crédit Agricole. On a trouvé un lieu. On est allé au Crédit Agricole pour dire voilà, nous avons trouvé le lieu. Et quand ils nous ont demandé de la description, on a bien été obligé de dire que le chemin n'est pas praticable par les voitures en temps de pluie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'adduction d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone. Et ils m'ont dit, Monsieur Rabhi, on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider et les terres sont rocailleuses. Monsieur Rabhi, on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. C'est-à-dire qu'en fait, ils partaient sur une logique qui était une toute autre logique. Alors après, explication. Nous nous sommes retrouvés dans un lieu qui est beau. Et ce lieu qui est beau, la beauté de ce lieu a pesé très lourd dans le choix. Parce qu'on s'est dit, vivre dans un lieu qui est beau, où il y a le silence, où il y a l'air pur, où il y a toutes ces choses, aujourd'hui, c'est véritablement le luxe. Et il y a eu, par la suite, une enquête de journalistes qui sont venus me poser des questions sur comment nous vivons notre société en ayant eu 5 enfants, et 5 enfants qui n'ont manqué de rien d'essentiel, évidemment. Alors j'ai dit, écoutez, regardez le paysage, eh bien moi, je me sens milliardaire. Ils n'ont fait ni une ni deux. Dans la revue Luxe qu'ils ont proposé, Pierre Rabhi, le milliardaire. Alors je me suis dit, si le fisc me tombe dessus, je ne vois vraiment pas comment je fais ça. Mais parce que en fait c'était ce qui était déterminant, c'était pas l'argent qui était déterminant. Aujourd'hui, nous sommes amenés à sacrifier notre capital existence, la beauté de la nature, tout ce qui nous est donné gratuitement et qui sont très importants pour notre évolution. Notre lien à la nature, l'écologie. L'écologie, pour moi, c'est pas rien, l'écologie. C'est le lien que je peux avoir véritablement avec la vie elle-même, dans le rapport à la vie. Toutes ces choses-là, pour moi, ça, c'est le luxe. Alors du coup, c'est pas un luxe qui coûte cher, mais c'est un luxe qui est contraignant dans le sens où ça implique un choix déterminé. Voilà. C'est ce que je peux dire. Et
si aujourd'hui il y a pas mal de gens qui reconnaissent, enfin, je dois dire qu'il y a une espèce de, de succès, de succès littéraire, etc., c'est parce qu'en fait, moi, je crois vraiment, quand j'ai écrit le livre sur la sobriété heureuse, c'était en remplacement de la décroissance du politique qui ne raisonnait pas bien. J'ai dit, donc il faut la sobriété heureuse. Et j'ai écrit donc, ni une ni deux, je me suis mis à rédiger la sobriété heureuse. Les éditeurs me disent c'est une espèce de, d'essai. Et chez nous, les essais ne dépassent guère 3000 à 4000 exemplaires. 4000 exemplaires, c'est presque spectaculaire. J'en suis à plus de 350 000. C'est pas bravo Pierre Rabhi, je m'en fous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on possède qu'on est heureux, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous aliène. Je finirai sur la petite histoire du pêcheur. Un pêcheur vient de finir son boulot et il fait sécher ses filets. Il fait sécher ses filets. Un monsieur sérieux passe, regarde le pêcheur, regarde la barque et il dit « Monsieur, la barque, là, elle est à vous ?» « Eh oui. »« Oh, mais elle est petite. Vous pourriez en avoir une plus grande quand même. » Et après, forcément, vous allez pêcher plus de poissons. Et après, vous allez tellement gagner d'argent de pêcher de poissons que vous allez acheter de fil en aiguille, vous allez arriver à un petit bateau. Voyez. Et après, après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Très vite. La question des végétariens et des véganes. Je suis omnivore, mais je comprends la réalité des personnes qui vont organiser des formules de comportement individuel parce que la situation, c'est dramatique au niveau de la santé. Et beaucoup de personnes, il a peur de la question alimentaire. Alors, ils cherchent des réponses particulières. Et nous devons comprendre ça. Et une autre chose, je ne veux pas sortir de cet rendez-vous avec une dimension négative. Et c'est vrai que notre témoignage sont témoignages combatifs. Mais nous devons réfléchir que les choses que nous avons dites, ils sont déjà choses qui sont en train de réaliser comportements individuels et collectifs très importants. Alors, je suis sûr qu'il y a de bonnes nouvelles. Par exemple, en Italie, le dernier an, le gouvernement il a fait une loi contre le gaspillage et pour la récupération des gaspillages. Et le résultat, c'est qu'en Italie, en une année, il a réduit 30% le gaspillage. C'est une bonne nouvelle. Et alors, c'est quand la politique, il comprend qu'il doit faire des règles qui l'aident la transformation. Une autre chose, nous avons besoin de faire une grande bataille pour introduire dans l'école l'éducation alimentaire. C'est une chose incroyable que notre Europe ne comprenne pas ça. Notre histoire, c'est une histoire d'éducation alimentaire et l'éducation dans une société paysanne, il était réalisé par la transmission d'un mère en fils et d'un père en fils. Non, maintenant, cette cordon ombilical s'est coupé. Et beaucoup de jeunes, des enfants, ils ne comprennent pas la question alimentaire, l'agriculture. Alors, nous devons faire une grande bataille parce que l'éducation alimentaire, il doit entrer dans l'école primaire, dans l'école secondaire. Et dans le même temps, les bonnes pratiques. L'année dernière, 2017, Slow Food a réalisé en Italie 1000 jardins potagers dans l'école.
fantastico. Et 7000 jardins potagers, il a une chose incroyable, qu'il a le grand-père qui vient à travailler et qui travaille avec les maîtres, non? Et c'est ça, c'est une communication intergénérationnelle. Mais la pratique des jardins potagers, c'est une pratique révolutionnaire. Révolutionnaire. Nous devons retourner à comprendre la terre et comprendre que la bonne pratique des jardins potagers, c'est une pratique d'éducation. Tu peux en prendre avec les jardins potagers la science, la mathématique, l'écologie. Tu peux comprendre beaucoup de choses. Et les enfants, ils deviennent provocateurs quand ils retournent à sa maison. Mamma, perché hai messo questo che n'est pas la saison? Et la maman, alors, c'est ça, c'est la force. Alors, c'est ça. On doit dire que c'est une bonne pratique. Non, c'est ça, c'est politique. C'est ça, c'est politique. Et une autre chose, ultima, la vice-présidente di Slow Food, che c'est un personnage extraordinaire américain, s'appelle Alice Water, m'a téléphoné un jour, m'a dit, Carlo, j'ai demandé à la première dame, Michelle Obama, de faire un jardin potager à la Casa Blanca. Elle dit, oh, par l'amour del cielo. Eh bien, Michelle Obama, il a réalisé le jardin potager à la Maison Blanche. Alors, qu'est-ce que nous devons penser? Nous devons penser que cette pratique, c'est une pratique très, très importante, révolutionnaire. Et terminer avec un mot d'espérance. D'espoir. Alors, j'ai parlé de la conférence à Economia à Turin. Je ne fais pas la preuve ici de combien de vous étudiants vous voulez retourner à la Terre. Non. J'ai dit que si l'autre année, je suis allé à faire des conférences dans les 3 universités américaines plus importantes. Howard, Yale et Princeton. Howard, 500 personnes. Yale, 400. Princeton, 400 personnes. Alors, Yale, c'est l'université où ils sont sortis sur le dernier 7 présidents américains, 5. Le dernier n'est pas sorti de Yale. Il est sorti. C'est une autre réalité. Alors, à 400 jeunes de l'université de Yale, j'ai demandé, combien de vous voulez retourner à la terre? Vous voulez faire les farmers, on dit 40. Je suis très heureux parce que quand je pense à quel paye son père et son mère pour aller à Yale, et lui il veut faire le paysan. Mais alors, la demande c'est ça. Sont 40 stupides? Sont 40 personnes complètement fous? Non. Dans les États-Unis, il a des marchés paysans qu'il monte, il a des community supporters qui aident les paysans, il crée des économies vraies pour faire les paysans dans les États-Unis. C'est la réalité. Et termine avec une chose que toute notre grande civilité européenne ne comprend pas. Vous avez compris que le dernier qu'il a travaillé pour être présenté comme président des États-Unis, qui s'appelle Bernie Sanders. Et Bernie Sanders, il est slow food. Vous savez que Bernie Sanders il a construit des jardins potagers. Vous savez que Bernie Sanders à Burlington, dans Vermont, il a organisé un marché paysan. Vous savez que Bernie Sanders il a 74 ans, mais tous les jeunes américains, ils parlent avec Bernie Sanders. Mais de qui parlent? Parlent de ça.
parle de la vie, parle de la vie commune, de respect pour les environnements, pour des idées sociales. Alors, nous devons sortir de cette réunion avec deux choses. Le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Antonio Gramsci. Alors, Pierre Rabhi veut rajouter une dernière phrase, mais vraiment une dernière, parce qu'on doit quitter l'amphi. Voilà, on vous donne l'amphi, mais vraiment 1 minute. Voilà, rien ne changera si nous ne changeons pas. Grazie per la pazienza.